Aujourd'hui, dans 8 à 16, nous allons évoquer un sujet qui fait beaucoup parler et qui peut parfois diviser, la gestion du conflit à l'école. Nous allons nous baser sur le point de vue de l'enseignant, car il est au cœur de cette gestion de conflit chaque jour et doit y remédier. Chaque enseignant a son autorité propre, ses idées préconçues sur la gestion du conflit. Le conflit est le résultat d'une confrontation de volontés opposées entre deux ou plusieurs parties, personnes ou groupes. Le conflit n'est ni bon ni mauvais. Selon la manière dont on va l'aborder et tenter de le résoudre, son issue sera destructrice ou constructive pour les personnes. Pour gérer un conflit à l'école, nous avons tous déjà vu un enseignant mettre une punition à un élève. La punition est l'expression d'un rapport de force dans lequel le dominant, donc l'adulte, exerce son pouvoir sur le dominé, qui est l'enfant. La punition s'exerce dans le cadre d'un pouvoir personnel et peut paraître arbitraire, car elle dépend du bon vouloir de l'individu en position de supériorité. Cependant, il faut dissocier punition et sanction, car par opposition à la punition, la sanction peut être définie comme la conséquence prévue à l'avance d'une infraction ou d'un non-respect d'une règle ou d'une loi explicitement formulée et reconnue, selon Jean-Pierre Carrier, docteur en sciences de l'éducation. Les comportements non acceptés, considérés comme des infractions, ainsi que les sanctions correspondantes sont donc définis au préalable. La sanction éducative est une contrainte non violente qui vise à ce que le contrevenant assume concrètement sa responsabilité vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du groupe et vis-à-vis de lui-même. Le but est que chacun s'en sorte bien. La sanction éducative ouvre vers l'avenir et sur un nouvel accord qui prend mieux en compte les besoins et qui fixe pour une durée donnée les engagements de chaque partie. Nous allons donc nous questionner tout au long de ce reportage et tenter de répondre à la problématique « Comment sanctionner sans punir ?» Scène surréaliste dans un lycée de Californie. Un professeur frappe un élève qui lui lançait des insultes racistes. La scène a été filmée par un des lycéens présents. Le lycéen aurait refusé d'obéir et traité son professeur de nègre. Des élèves, des parents, des profs, ses soutiens estiment qu'il a été poussé à bout. Ses détracteurs sont scandalisés qu'il ait pu lever la main sur un élève. L'enseignant a été arrêté pour violence sur mineur. Il sera présenté au tribunal le 30 novembre. Depuis l'époque antique, les punitions corporelles ont toujours été jugées nécessaires pour dresser une enfance forcément paresseuse et indisciplinée. Au XVIe siècle, la liste des punitions est soigneusement graduée selon la faute de l'élève. On a tout d'abord la punition mineure, les coups de baguette sur les doigts, les fessées ou le martinet, qui est un fouet constitué de plusieurs lanières sur les mains, puis sur le derrière. Ensuite, il y a les punitions pour les fautes plus graves. L'enfant devait porter le bonnet d'âne et pouvait être conduit à la porte de l'école pour être hué par l'ensemble des écoliers. Le bonnet d'âne est une punition qui a existé dès l'Antiquité et a fortement marqué les esprits, bien qu'il ait été peu utilisé. Cependant, l'envoi dans les autres classes d'un élève dont le travail était négligé ou mal présenté avec le cahier accroché dans le dos a été une punition très utilisée dans les années 50-60. Au Moyen-Âge, la punition corporelle était donnée au moyen de verges ou avec la férule, qui est une palette de bois ou de cuir avec laquelle on frappait dans la main des écoliers en faute, était fréquente. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la fessée était encore un usage dans certaines écoles puisque le musée pédagogique de Hudson possède une chaise à fessée. La fessée, qui a toujours été interdite, a cependant existé à n'importe quelle époque. L'arrêté de janvier 1887 dresse la liste des seules punitions que les maîtres peuvent utiliser. Des mauvais points, des réprimandes, de la privation partielle de récréation, de la retenue après la classe et de l'exclusion de 3 jours au plus. L'arrêté précise qu'il est absolument interdit aux maîtres d'infliger aux enfants des punitions corporelles. À l'opposé des bons points et des images, il y avait les mauvaises notes. Ces petits bâtons mis bout à bout en regard du nom de l'élève frondeur, dissipé ou inattentif, sur le cahier de conduite du maître faisaient que la note de conduite transmise aux parents à chaque fin de semaine pouvait s'approcher du 0, ce qui entraînait d'autres ennuis quand il était rapporté à la maison. Une bêtise en classe ou un travail non fait pouvait avoir pour conséquence l'envoi au coin ou au piquet. Comme son nom l'indique, l'élève au coin était envoyé dans un angle de la classe.
la face tournée vers le mur et les mains au dos ou peine aggravée, les mains sur la tête. Ensuite, la punition écrite consistait souvent à faire des lignes, c'est-à-dire à écrire un certain nombre de fois la même phrase, souvent moralisatrice. Je dois être poli avec le maître, je ne serai pas brutal avec mes camarades. En revanche, l'immense majorité des maîtres ont peu eu recours à cet arsenal de punition, mais leur responsabilité était grande. L'école a toujours été l'outil de la promotion sociale et les enseignants ont toujours eu à cœur de voir leurs élèves réussir. Cela n'était pas facile avec des classes de 40 ou 50 élèves. Nous allons maintenant accueillir sur le plateau deux chercheuses en sciences de l'éducation qui vont nous parler de la différence entre la sanction et la punition et apporter ainsi leur remédiation. Bonjour Léa et Florine, je vous laisse vous installer. Bonjour. Merci. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui la différence entre la sanction et la punition. Comme nous l'avons vu, la punition à l'école était très différente il y a plusieurs années. Heureusement, celle-ci a fortement évolué depuis et nous parlons aujourd'hui de différencier la punition et la sanction pour aller vers des sanctions à but éducatif. Ces sanctions peuvent être ni un châtiment ni une punition, c'est-à-dire que l'enfant doit comprendre sa bêtise, son mauvais comportement, mais sans passer par la souffrance et l'humiliation, comme par exemple recopier des lignes, la culpabilisation ou la dévalorisation publique. La sévérité n'est pas la réponse à tout. L'enfant ne doit pas obligatoirement souffrir pour réparer et comprendre ce qu'il a mal fait. La question de la sanction a longtemps été associée à une indignité intellectuelle. Pourtant, la sanction fait partie intégrante de l'éducation. L'enfant doit être sanctionné s'il a enfreint le règlement pour pouvoir comprendre ses erreurs. Le problème n'est plus aujourd'hui de savoir s'il faut ou non sanctionner, mais de savoir comment il faut s'y prendre pour responsabiliser l'élève. Il est nécessaire de revenir sur la transgression et ses conséquences, demander, écouter, mais aussi expliquer ce qu'on refuse, car sanctionner sans s'assurer que la sanction soit comprise, c'est tout simplement sévir. Selon Maria Edgeworth, toute punition qui n'est pas comprise est cruelle puisqu'elle fait du mal sans qu'il en résulte un bien. En effet, une sanction peut être expliquée et justifiée, mais ne pas être comprise. C'est donc à celui ou à ceux qui sanctionnent de faire un effort de pédagogie. La sanction appliquée doit être bien expliquée. De ce fait, la parole a un statut particulier. Elle empêche la sanction d'être une simple vengeance, car la vengeance est précisément ce qui ne s'annonce pas. Pour aider l'enfant à comprendre pourquoi ce qu'il a fait n'est pas bien, il est très important de l'écouter, car non, écouter n'est pas céder. Cela est important, car généralement, lorsque des enfants se mettent à taper ou réagissent de façon violente dans un conflit, c'est parce que celui-ci ne sait pas comment exprimer sa colère. Il n'a pas le vocabulaire nécessaire pour s'exprimer dans cette situation. Il est donc très important d'écouter l'élève pour l'aider à exprimer son mécontentement, afin de reconnaître sa colère et de la prendre en compte. Cependant, il est important de recentrer le débat sur l'objet du conflit plutôt que sur le comportement de l'enfant. Attention, il faut faire très attention à la culpabilité de l'élève, car oui, la culpabilité est nécessaire dans un conflit, car c'est un signe d'empathie, mais l'abus de celle-ci peut s'avérer dangereuse et entraîner des idées morbides chez l'enfant, comme « je suis mauvais, je mérite de mourir » ou des stratégies de justification comme « j'ai simplement fait ce qu'on m'a demandé, ce n'est pas de ma faute ». De toute façon, il l'avait bien cherché. Mais ce qui est préférable est que la culpabilité, donc « je suis désolée de t'avoir blessé », amène l'enfant vers la responsabilité, c'est-à-dire « j'ai commis un acte gênant que je regrette, je vais le réparer ». La sanction doit s'accompagner d'un geste du coupable à l'attention de la victime ou du groupe. Ce doit être un geste d'apaisement, de bonne volonté qui manifeste le souci de rester solidaire. Généralement, le coupable n'y pense pas. Il faut l'inciter, lui faire comprendre que ce geste est aussi un signe. Il peut prendre différentes formes, une petite déclaration, un mot d'excuse, un engagement. La sanction peut alors s'accompagner, voire se réduire à un acte de réparation. En acceptant cette procédure de réparation, l'élève signifie ses nouvelles bonnes intentions, son envie de rester membre du groupe ou de renouer des liens avec la victime. La sanction se base donc sur un principe de signification car elle s'adresse à un sujet, mais aussi un principe d'objectivation car elle porte sur des actes, un principe de privation car elle supprime des droits ou des avantages et un principe de socialisation puisqu'elle appelle une réparation. Un geste concret ou symbolique à l'adresse de la victime ou du groupe, tels sont les éléments structurants de la sanction éducative.
Si vous êtes enseignant, s'il vous plaît, faites attention aux punitions car elles peuvent avoir des effets destructeurs sur les enfants et provoquer des sentiments d'injustice, de dévalorisation, de baisse de l'estime de soi ou encore d'humiliation. C'est ce que l'on retrouve chez Freinet qui disait « Les punitions sont toujours une erreur, elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent jamais au but. » Voir comment sanctionner sans punir et quelles sont les solutions, les idées possibles pour cela, mais aussi quelles punitions sont vraiment efficaces. Tout d'abord, il est très important de ne pas donner une punition sur le coup de la colère. Il est favorable de réfléchir à une sanction adaptée et constructive en fonction de ce qui vient de se passer. Par exemple, pour une leçon non sue, on peut proposer à l'élève un soutien individualisé pour lui donner plus de temps pour l'apprendre, pour comprendre pourquoi il n'a pas réussi à l'apprendre et donc l'aider. Ou pour un comportement violent envers ses camarades, on peut par exemple isoler un petit peu cet enfant, puis tous ensemble avoir une discussion, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde pourra donner sa version de l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas plu à chaque élève, afin de mettre des mots sur l'attitude des élèves, sur le problème, pour comprendre comment on en est arrivé là. Selon Geneviève Henry, psychologue clinicienne, il faut faire la différence entre l'acte et la personne. Il faudra donc dire à l'enfant « ce que tu as fait n'est pas bien, mais tu n'es pas méchant ». Elle revient elle aussi sur l'importance de prendre du temps pour dialoguer avec l'enfant plutôt que de lui imposer de copier des lignes ou de l'humilier devant la classe car cela n'a aucun effet. Nous avons trouvé un bon exemple de sanction éducative positive qui propose des travaux de rédaction afin de comprendre plus facilement et sans punir un conflit qui vient de se passer en classe. Un mauvais comportement, mais aussi pour aider l'élève à se mettre à la place de la victime. Ces exercices peuvent être faits à la maison par exemple. Alors, on retrouve donc un premier exercice qui peut être demandé à un élève après qu'il ait été exclu de cours. La première question pourrait être « Explique précisément ce qui s'est passé et comment ça s'est passé ». Ensuite, on pourrait lui demander à son avis pourquoi ce cours s'est passé comme ça aujourd'hui. Qu'y avait-il d'incorrect dans ton comportement? Que pourrais-tu faire pour réparer tes torts? Ensuite, on pourrait demander un travail de rédaction, par exemple, pour se mettre à la place de la victime. La question pourrait être « Raconte ce qui s'est passé en te mettant à la place du ou de la camarade que tu as ennuyé ». Mais on peut aussi demander un travail qui concernerait toute la classe, un temps de réflexion pour toute cette classe lorsqu'un cours s'est mal passé, avec comme question cette fois-ci « Aujourd'hui, le cours s'est mal déroulé et a dû être interrompu. Raconte précisément ce qui s'est passé ou ce que tu as vu. Ensuite, que penses-tu du comportement de ceux qui ont le plus gêné le cours aujourd'hui ? Et enfin, peut-être as-tu toi aussi participé à l'agitation de la classe. Si c'est le cas, raconte de quelle manière tu l'as fait et si tu le peux, explique pourquoi tu l'as fait. » Ce sont quelques exemples de sanctions éducatives qui permettent aux élèves de réfléchir à leur comportement. Ils sont constructifs et n'humilient pas les élèves. Cela lui permettra de comprendre son comportement et une fois qu'il aura répondu aux questions, il se rendra compte la plupart du temps que la raison du conflit était très peu importante et que le conflit en lui-même n'était pas nécessaire. Nous espérons que votre avis aura évolué grâce à ce reportage et que vous savez maintenant différencier punition et sanction. Merci à Léa et Florine d'avoir été parmi nous sur ce reportage. Merci à vous. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de 8 à 16 Aude Legac, une professeure des écoles qui souhaite rester anonyme. Elle enseigne en ce moment à l'école Sainte-Anna-Poudalmézeau et est enseignante depuis 27 ans. Rencontrez-vous des conflits au sein de votre classe? Si oui, est-ce fréquent? Oui, beaucoup, très fréquent et de plus en plus. Des conflits entre enfants et avec l'autorité ou l'adulte, beaucoup. Et comment vous gérez ces conflits? Tout dépend des conflits. D'abord, je commence toujours par les laisser se calmer et après on discute. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un enfant qui est énervé, ça sert à rien d'essayer de lui faire prendre conscience qu'il a fait une bêtise, que ça ne se fait pas. D'abord, on redescend et souvent je prends rendez-vous pour en reparler, pour qu'il puisse expliquer son ressenti, qu'il se mette aussi à la place de l'autre. Donc je discute beaucoup en dehors de la classe parce que sinon il y a toujours le regard des autres et puis ils se sentent jugés et c'est compliqué. Après, ça ne marche pas tout le temps, mais souvent on passe 6 semaines jusqu'à la Toussaint à travailler sur l'empathie, les émotions, ce que les autres peuvent ressentir, le règlement de la classe. Et après, une fois qu'on a fait ça, en principe, ils connaissent les règles et ils savent pourquoi elles sont importantes et le rappel à la règle est plus facile par le dialogue, logiquement. Selon vous, y a-t-il une différence entre la sanction et la punition? Je me suis jamais posé la question, mais oui, sûrement. La punition, il y a peut-être un côté plus privatif, un peu plus brimé, alors que la sanction, c'est peut-être juste dire stop et je ne fais plus ça parce que je sais pas.
Honnêtement, je trouve que c'est un peu la même chose parce que les règles, faut pas se leurrer, les règles sont quand même dictées par l'adulte. On arrive quand même si eux réfléchissent, on arrive à mettre les règles que l'on veut en place. Les sanctions, même si on leur dit réfléchissons, on sait où on va, donc c'est un peu de l'hypocrisie. Je trouve que c'est toujours, le rapport d'autorité, que ça soit sanction ou punition. La punition, je voyais plutôt quelque chose d'un peu plus brimate, peut-être s'il y en a une. Avez-vous des exemples de sanctions que vous mettez en place? Est-ce qu'elles fonctionnent? Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, dans la classe, après tout ce travail, après avoir discuté avec les enfants, leur dire « bah non, tu vois, là, ton comportement ne correspond pas à ce qu'on peut attendre dans une classe parce qu'on est nombreux ». J'en ai 29 de niveau, des enfants avec des troubles du comportement, donc il faut aussi d'abord qu'on apprenne à vivre ensemble. Après, on a un système qu'on a instauré tous ensemble, donc il y a des panneaux de couleurs. Tous les prénoms de tous les enfants sont verts. On peut aller vers le jaune, ça veut dire que quand on est jaune, on a la confiance de la maîtresse. Ça veut dire qu'on peut aller dans le couloir lire avec un copain, on peut aller dans le couloir faire un jeu ou dans la classe d'à côté parce qu'on sait qu'on va respecter les règles. Vert, c'est pour tout le monde et après, quand on respecte de moins en moins les règles, au bout de 2 ou 3 remarques, on met la moitié du prénom en orange en disant « Attention là, ressaisis-toi, tu ne respectes pas les règles » et que s'il continue, il devient complètement orange. Et pour l'instant, ça suffit. Comme c'est visuel, les enfants, dès qu'ils ont déjà la moitié de leur prénom, ils se disent « j'ai pas envie d'être en orange », donc ils arrivent plus ou moins à se ressaisir et parfois ils arrivent quand même en orange parce qu'on n'est pas non plus dans l'école des bisounours. Hein. Et là, ils sont un peu contrariés et comme ils ont la possibilité de redevenir verts avec un comportement exemplaire le jour suivant, ça marche bien. Ça marche assez bien pour l'instant et on remet le compteur à 0 tous les lundis matins. Et quand on a été plusieurs semaines verts, on est jaune et ça veut dire que par exemple, si toute la classe n'est pas prête pour descendre et que la récréation est commencée, ils peuvent descendre tout seuls. Des petites choses comme ça et ça fait envie. Leur objectif, c'est d'être jaune. Et du coup, je punis moins, je valorise ceux qui font bien. Pour l'instant, ça marche à peu près, sauf quand il y a un trouble du comportement, parce que là, même s'ils en ont envie, ils ne peuvent pas forcément, donc on trouve encore autre chose. Si vraiment le système de la classe ne fonctionne pas ou que le comportement d'un élève est trop grave, parce que ça arrive parfois, je donne une fiche sanction où l'enfant est invité à écrire les faits, expliquer pourquoi il ne faut pas agir ainsi et chercher comment réparer. Il va ensuite, avec cette feuille, discuter avec le directeur et le faire signer à la maison. En moyenne, j'en donne 1 ou 2 dans l'année. Mettez-vous des sanctions en fonction des élèves? Oui, parce que je punis pas vraiment, je ne donne pas de lignes à copier, je ne donne pas de choses comme ça. C'est toujours ce système de couleurs et après, une fois qu'ils sont oranges, ils ont un petit peu moins de liberté. Quand ils sont rouges, ils n'ont plus le droit de bouger de leur place, ils n'ont pas le droit d'aller à la bibliothèque lire, ils n'ont pas le droit de prendre un jeu à 2 parce qu'ils ne savent pas respecter les règles et du coup ça suffit. Parce que logiquement, ce sont les mêmes sanctions mais pas la même tolérance vis-à-vis du comportement. Un enfant qui a un trouble du comportement, je vais verbaliser les remarques. Attention, une remarque, je serai beaucoup plus indulgente, j'irai le voir et dire fais attention, là tu ne respectes pas. Fais attention aux autres, les autres ont aussi le droit d'avoir de bonnes conditions pour travailler. Donc j'irai d'abord lui dire dans l'oreille... Avez-vous déjà eu des problèmes avec les parents? Il y a une sanction que vous aviez mise à leur enfant? Oui, il y a longtemps, moins maintenant, avec ce système-là, jamais. En maternelle, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on faisait ça, je ne sais pas si elles le font toujours. Il y avait, on va dire, le petit coin pour se calmer. Et c'est vrai qu'il y a un enfant qui a été invité à aller se calmer un peu. Et du coup, les parents disaient qu'on stigmatisait cet enfant-là. Et que, du coup, tout le monde doit le regarder et tout ça. Après, il faut bien qu'il se calme. Il faut bien l'isoler du groupe parce que sinon, il met les autres en danger ou il s'en prend aux autres. Donc, en expliquant les façons de faire et puis, quand on fait un règlement de classe, on le présente aux parents et ils le signent aussi. À partir du moment où ils ont signé, ils sont d'accord avec les sanctions qui vont être prises, avec le fonctionnement. Mais on explique aussi pourquoi, s'il est isolé, c'est pas pour le stigmatiser, c'est pour lui, pour qu'il puisse souffler. Et parfois, ça suffit. Parfois, on va dans le couloir discuter. Là, c'est pareil, on peut dire qu'on stigmatise, mais au moins les autres n'écoutent pas, n'entendent pas ce qu'on leur dit. Et puis après, la façon dont on va revenir avec l'enfant, c'est important aussi. Si on revient en disant « Bon, maintenant, tu vas à ta place, ça suffit !» Forcément, il est grondé devant tout le monde, mais si on revient en passant à autre chose, comme si ce qui s'est passé dans le couloir, ça ne fait pas partie du groupe,
c'est plus facile pour l'enfant de revenir aussi, donc il y a des façons de faire. Mais oui, il y a aussi des parents qui ne veulent pas qu'on donne trop de contraintes à leur enfant, qu'on les reprenne trop parce que faut qu'ils s'épanouissent, il faut pas qu'ils aient peur. Mais quand tu travailles toute une période sur toutes les règles avec l'empathie, tout ce qui est les émotions, tout ça en principe, ça fonctionne bien. C'est très énergivore la première période. Êtes-vous déjà allé trop loin dans une sanction? Je pense, oui, une fois. Le gamin était en CP et maintenant il a 22 ans. J'avais un enfant malentendant dans la classe et lui, il faisait tout le temps sur la table. Et puis à un moment, je lui ai dit tu as besoin de faire du bruit, il n'y a pas de souci. J'ai pris sa table, j'ai pris sa chaise et je l'ai mis dans le couloir, mais de façon à ce que je le voie et qu'il puisse aussi faire la classe. Et ce jour-là, il y a une autre classe qui est passée dans le couloir. Du coup, ça a été officiel qu'il était dans le couloir. Et ouais, peut-être que j'aurais aimé avoir une autre salle à côté où il puisse être. Peut-être que là, il a été un peu catalogué. Mais je ne voyais pas d'autre solution parce qu'il continue à faire du bruit de toute façon pour empêcher l'enfant qui avait ses micros. Moi, j'avais un micro, je ne pouvais pas crier parce que sinon, si je crie ou si j'interpelle, c'est celui qui a l'appareil qui m'entend dans les oreilles. Donc, c'est la solution que j'avais trouvée. Après, bon, j'étais pas très fière de moi, mais ça a marché. Donc, après, les parents ont compris. Mais bon. Selon vous, comment sanctionner sans punir? En essayant d'être dans ce qu'on appelle la discipline positive, en essayant de valoriser plutôt les bons comportements et puis en leur donnant envie de s'améliorer. Et surtout, j'ai pas dit, mais en essayant aussi que les autres dans la classe ne soient pas dans le jugement. Donc, je ne suis pas en train de rapporter, c'est important. Je ne vais pas faire le rapport aux parents qui attendent au portail. Et puis, tout le monde peut faire des bêtises. L'important, c'est qu'on regrette et qu'on essaye de ne pas recommencer. Et ça, c'est pareil. C'est toute la période. Personne n'est parfait. On est tous différents. Et que ce soit au niveau du comportement ou du travail, on a tous des choses à faire, à apprendre. Et c'est de plus en plus compliqué, par contre, parce que les enfants sont un peu plus moi. Et ils ont un peu plus de mal à comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Merci d'avoir été avec nous dans ce numéro de 8 à 16. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur la dyslexie à l'école. Nous avons dès le début été très intéressés par le sujet comment sanctionner sans punir. Nous nous sommes très vite toutes mises au travail et nous avons tout de suite eu beaucoup d'idées pour notre reportage. On peut dire qu'on était donc plutôt emballés par ce travail. Nous avons donc commencé à avancer dans notre reportage, nous nous sommes répartis le travail, on a travaillé en classe, surtout majoritairement, et un peu à la maison. Chacune a travaillé sur une partie et l'a rédigée. Florine et Sarah sont allées interviewer la professeure des écoles, puis nous nous sommes vus cette semaine pour tourner le reportage. Comme on le voit, nous avons beaucoup ri, mais nous sommes parvenus à créer ce que nous avions imaginé, donc on est plutôt contents du résultat. Nous avons tout aimé travailler sur ce sujet très intéressant et nous espérons que le reportage vous aura plu. Un mauvais comportement, mais aussi pour aider l'élève à se mettre à la place de la victime. Ces exercices peuvent